Bonjour et bienvenue dans i24 News Business Club, l'émission qui vous parle d'entrepreneuriat, d'innovation, de business. Alors que la possession d'un véhicule personnel était jusqu'ici la norme, les habitudes se transforment. Les jeunes générations ont tendance à considérer la voiture davantage comme un service que comme un bien à posséder. On en parle avec les fondateurs de la start-up Not Only Mine. On manque peut-être d'électricité en France, mais il est facile de trouver du thé. Lorsque les températures extérieures chutent, pourquoi ne pas se réchauffer en buvant une tasse de thé? Nous allons recevoir Sylvain Aurébi, refondateur PDG de Kousmité, leader du thé premium en France. Et puis la probabilité d'une récession aux États-Unis l'année prochaine est estimée par de nombreux économistes à 30%. Dans quelle mesure l'inflation va-t-elle impacter la croissance? Des clés de compréhension dans un instant avec François Chollet, président de Montségur Finance. Mais tout de suite, la séquence Impact. Oscar Bourgeois, Raphaël Toledano, bonjour. Vous êtes ingénieur civil des mines de Paris et vous avez créé une start-up ensemble, Not Only Mine. Alors, votre idée a séduit, puisque vous avez remporté le prix J'aime ta start-up. Vous avez gagné 20 000 €. Alors, expliquez-nous, parce que le contexte, quand même, on connaît Blablacar, un succès phénoménal, le covoiturage, il remporte un franc succès, mais vous vous dites, il faut plutôt regarder du côté de l'autopartage. Je précise que l'autosolisme, c'est quand il y a une seule personne dans une voiture. Ça fait mal. Il paraît qu'à Paris, la moyenne, c'est 1,1 personnes. C'est ça la statistique par voiture. Ça fait pas beaucoup. Tout à fait. Alors, effectivement, quelle est la mission, la vocation de Not Only Mine? Not Only Mine, en fait, ça part d'un constat qui est simple. C'est qu'aujourd'hui, en France, on a 38 millions de voitures immatriculées, alors que chacune d'entre elles est immobilisée plus de 95% de son temps. Ce paradoxe, en fait, il a un immense coût à la fois environnemental, mais aussi économique pour chacun d'entre nous, dans le contexte qu'on connaît d'inflation. Et c'est ce paradoxe-là qui nous a poussé, nous, à monter Not Only Mine, qui est la première app mobile qui permet à chacun soit de prêter sa voiture, soit d'emprunter celle de ses proches de manière super simple et sécurisée. C'est important de noter que par proche, on entend vraiment au sens large la famille, les amis, mais aussi et surtout les voisins. Mais super simple, comment ça marche? On imagine, Raphaël, si vous pouvez nous expliquer, il faut s'y prendre une semaine à l'avance pour prévenir son voisin? Eh ben, on peut s'y prendre à l'avance, c'est réservé via le calendrier, mais on peut aussi s'y prendre sur le moment, en instantané. Le propriétaire a simplement à déclarer qu'il va prêter sa voiture. Et ensuite, l'emprunteur a 15 minutes pour régler toutes les questions liées à l'assurance. Et ensuite, on est parti. Par ailleurs, si vous voulez avoir accès à toutes ces fonctionnalités dont on va parler, vous pouvez nous regarder sur les réseaux. Et on a ouvert une première version de l'app à un premier cercle d'utilisateurs. On peut tester, c'est-à-dire il y en a qui se demandent comment ça peut marcher si simplement. Oscar Bourgeois, elle est venue comment, cette idée? D'un seul coup, vous vous êtes dit tiens, j'ai envie de prêter ma voiture, ou bien plutôt vous étiez en rade parce que vous n'aviez pas de moyens de locomotion? En fait, dans ma famille, nous, on a choisi de ne pas avoir de voiture pour des raisons écologiques. Mais par contre, ma grand-mère, elle habite quand même en dehors de Paris, à 3 heures de route, et on a quand même souvent besoin de voiture pour aller la voir. Et on s'était plutôt bien organisé avec une famille à côté de la nôtre, on empruntait la voiture. Mais il se trouve qu'il y a un an, cette voiture-là, elle n'a pas été disponible. Et on s'est rendu compte que c'était super difficile d'avoir accès à une autre voiture d'une autre famille, les questions d'assurance, de remboursement. Et même, on a dû finir par en louer une. Donc en fait, il faut répondre à ces questions-là, à ces problèmes, et nous, c'est pour ça qu'on a construit ça. Alors, quels sont les défis à relever? Parce qu'en vérité, je peux très bien donner la clé à ma fille, à un proche, à un voisin, mais il y a des questions d'assurance. Est-ce qu'il y a de l'essence dedans? Il y a des coûts. Comment on gère tout ça? Et bien en fait, justement, il y a plusieurs problèmes qui se posent au moment du prêt de voiture ou de l'emprunt de voiture. Et c'est à ça que notre application va répondre. Donc par exemple, en tant qu'emprunteur, on peut se dire... si je casse la voiture, si je fais un accident, est-ce que je suis assuré? À quel point je suis assuré? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester à ma charge? Ensuite, je suis emprunteur, j'ai quand même envie de rembourser le prêteur, mais combien je lui dois? Je lui ai fait un cadeau la dernière fois, cette fois-ci, j'aimerais peut-être le payer, mais je ne sais pas vraiment combien. À la réservation, c'est compliqué de demander, etc. Et donc, en fait, nous, dans notre application, on a pris tous ces problèmes-là point par point et on les a réglés un à un de manière la plus simple et la plus efficace possible. Alors, on est dans un contexte favorable, c'est-à-dire les prix des acteurs de la location, ça flambe, les gens ont une érosion de leur pouvoir d'achat. Quel objectif de chiffre d'affaires vous tablez? Quelles sont vos prévisions? Ouais, même au-delà de ça, pour revenir sur les contextes que vous mentionnez, au-delà de ça, il y a même la mise en place des zones à faible émission, qui en fait est totalement favorable à notre solution, c'est-à-dire que d'ici 2025, on va avoir 60% du parc qui va être impossible de circuler dans l'État. Et il va falloir trouver des solutions vraiment pour mutualiser les véhicules. Et pour ce qui est du chiffre d'affaires, nous, on table sur un chiffre d'affaires fin 2023 de 300 000 €.
Et justement, on est en train de planifier une levée de fonds pour stabiliser et aller dans le sens de cet objectif-là. Si je prête ma voiture, j'ai envie de gagner un peu de revenus, je peux gagner combien? Ben, on peut gagner 1 000 euros par exemple, Par, En fait, par quoi? par an. Par an. Ouais. Donc en tant que propriétaire, en fait, on va pouvoir venir adapter le prix qu'on propose sur l'application dans une certaine mesure. Et donc on va pouvoir prêter sa voiture soit gratuitement si on a envie de faire profiter un membre de la famille par exemple, soit on va pouvoir prêter sa voiture dans une optique de venir rembourser ses frais, ou encore en mettant un prix un petit peu plus élevé, on va pouvoir prêter sa voiture dans l'objectif de se faire un petit complément de revenu. Mais on reste toujours dans le cadre de l'économie collaborative avec Not Only Mine. Merci messieurs, c'est Not Only Mine, c'est intéressant et j'espère que je pourrai emprunter une Lamborghini dès le mois prochain. Boire ou conduire, plus besoin de choisir. Je vous propose du thé, messieurs, pour introduire la prochaine séquence, le grand entretien. Thé vert ou thé noir les garçons? Plutôt vers moi. Plutôt vert D'accord, aussi. tout de suite la séquence, le grand entretien. Avec plus de 3000 sortes, le thé est l'une des boissons les plus bues dans le monde. Sa consommation a même bondi de 60% en 20 ans. Du thé en sachet de base au thé haut de gamme, un marché de près de 500 milliards. Sylvain Aurébi, bonjour. Vous êtes le président et refondateur de Kousmité, marque du groupe Orientis, marque de thé premium. Alors, vous avez commencé dans le café, je me suis laissé dire. Et en 2003, lorsque vous avez racheté l'entreprise en faillite, créée par le russe Kousmichov, c'était une TPE artisanale de 10 personnes. Quel parcours! Eh oui, on a mis 19 ans pour arriver là où on est aujourd'hui. C'est une belle histoire. Kousmi était une belle marque endormie. On l'a reprise, on l'a fait revivre avec beaucoup de travail, beaucoup d'équipes. On en a fait ce que c'est aujourd'hui. Alors, c'est un vrai coup de jeune que vous avez donné à la marque. Vous avez revisité les recettes d'été, vous avez revisité les boîtes colorées emblématiques. C'est vrai que ça flash dans les magasins Kousmité. C'est les jeunes qui sont sensibles à ce type d'emballage. Et puis, je me suis laissé dire que vous ciblez les femmes aussi. Alors, on cible tous les amateurs de thé, et les amateurs de thé sont de divers âges et aussi bien hommes que femmes. Mais c'est vrai que les femmes sont plus consommatrices que les hommes. Et c'est vrai que les jeunes sont arrivés au thé grâce à Kousmi, parce qu'on leur a permis de découvrir des mélanges nouveaux. On est un peu sorti de l'Earl Grey et du Lapsang Souchong. On leur a proposé des mélanges nouveaux, les détox, beaucoup d'infusions. Et puis, on leur a offert des boutiques qui sont ouvertes, très différentes des vieux comptoirs de thé à l'ancienne qui les impressionnaient, qui les empêchaient de découvrir ce produit formidable. Souvent, on parle de stratégie de rupture quand on parle du spatial, et c'est pertinent. Mais là aussi, c'est une vraie stratégie de rupture. D'un seul coup, on a retrouvé vos sachets de thé dans les monoprix. D'un seul coup, c'est devenu affriolant. Et comme vous le dites, en contraste avec ces maisons coloniales qui ont d'autres attractivités. Absolument, absolument. On a décidé, quand on a repris Kousmi, de ne pas faire comme les autres. Il fallait qu'on se différencie. Donc très vite, on est allé effectivement sur la couleur. On est allé sur des boutiques beaucoup plus modernes, beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus attirantes. On est allé sur des produits donc, comme le détox. On a changé notre distribution. On est allé effectivement chez Monoprix, ce qui n'était pas évident pour une marque haut de gamme, ce qui n'était pas évident pour Monoprix non plus de nous prendre à l'époque parce qu'on était inconnus. Mais finalement, ça a été réussi, et pour eux et pour nous, puisqu'on est les numéros 1 en vente chez Monoprix depuis une dizaine d'années maintenant, devant les grands que vous connaissez tous. Et donc, ça fonctionne. La rupture, c'est un peu l'état d'esprit de Kousmi, l'innovation, la rupture, c'est ce qui nous a permis d'avancer. Aujourd'hui, si on fait un instantané, Kousmité, un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Vous nous en parlez, vous êtes présent dans combien de pays? On est présent dans une trentaine de pays. 60 millions d'euros, c'est post-Covid. Évidemment, on a beaucoup souffert du Covid parce que les boutiques étaient fermées, parce que les aéroports étaient fermés, parce que les cafés-restaurants et hôtels chez qui on vend étaient fermés aussi. Donc, on a pas mal souffert pendant cette période. Et maintenant, on repart on repart de 60 millions d'euros aujourd'hui. Alors voilà, vous parlez de cette période avec le sourire, mais vous êtes en pleine stratégie de reconquête. Quels sont les leviers d'action? Les leviers d'action, ils sont multiples, évidemment. Il faut faire revivre nos boutiques aujourd'hui, reconquérir les consommateurs qui sont un peu frileux. Ils ont connu 2 années difficiles. Ils pensaient être sortis du Covid et ne plus en entendre parler. Effectivement, on en entend un petit peu parler encore, mais ils ont découvert la guerre en Ukraine, ils ont découvert l'inflation et ils sont un petit peu frileux aujourd'hui. Alors,
vous le disiez tout à l'heure, on peut les réchauffer un petit peu avec notre thé, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, ils sont frileux quand il s'agit d'ouvrir le porte-monnaie parce que, comme tout le monde, on subit la flambée des prix de l'énergie, l'inflation, et ça, vous n'y êtes pas insensible. On n'y est pas insensible du tout et on a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir maîtriser nos prix, voire les faire baisser, puisque depuis le 1er janvier, les prix de nos sachets ont baissé et ont baissé significativement de 15 à 30%. Parce que nous fabriquons nous-mêmes nos sachets en France et c'est notre force, c'est ce qui nous permet de maîtriser nos coûts de production. Et grâce à une amélioration de notre productivité, on a réussi à baisser les prix de nos sachets, fabriqués en France encore une fois, et de les offrir à des prix tout à fait attractifs pour une marque premium. Donc, c'est un engagement pour 2023. Également, vous dites, comme de toute manière, les Français souffrent, je veux bien baisser. Alors, c'est de combien hein, le sachet il peut être à 13,40 €. La boîte de sachets était autour des 10 € et elle va aller vers les 6,50 €, 7,50 €. On va placer nos sachets, on a placé nos sachets à ce niveau-là. Et c'est très important parce qu'on a cette capacité à faire découvrir ce thé qui est excellent au plus grand nombre. Et vous êtes dit, ça fait partie, je veux dire, de votre stratégie d'acteur responsable. Hein. C'est un mot qu'on entend beaucoup chez vous. C'est pourquoi vous aviez lancé les thés bio. Je reviens juste sur ce côté prix. Est-ce que je le comprends effectivement comme une écoute du marché de vos clients pour être responsable ? C'est une écoute d'abord pour répondre à la demande des consommateurs qui veulent des prix moins chers. Aujourd'hui, on leur propose des prix beaucoup moins chers sur les sachets, qui est le mode de consommation le plus simple pour découvrir le thé ou pour le consommer régulièrement. On veut faire de Kousmi une consommation régulière et on propose donc ces sachets à moindre coût aujourd'hui. Alors effectivement, des baisses de prix, c'est pas nécessairement la tendance du marché. Vous n'êtes pas tout seul, hein, que ce soit Mariage Frères, que ce soit la compagnie coloniale Daman. Il y a du monde sur le marché et puis les gros acteurs standardisés, hein, Lipton, Twinings. Vous cherchez, quelles sont votre ambition ? Notre ambition, c'est d'être le leader des thés premium en Europe. On peut toujours imaginer d'aller dans le monde entier, d'aller aux États-Unis, d'aller en Asie. Il se trouve qu'il n'y a pas de leader mondial du thé premium. Il peut y avoir des leaders régionaux. Nous, on a décidé de nous attaquer au marché européen, c'est-à-dire la France, les pays limitrophes, l'Europe de l'Est, et d'adresser ce marché et de devenir leader des thés premium dans ces marchés-là. Alors l'été, en même temps, ils ne viennent pas de la porte à côté. On est sur la chaîne internationale du groupe. Faites-nous rêver. On a les arômes, les plantes. Ça vient du Sri Lanka, de Chine. Quelles sont vos productions ? Eh bien, l'été pousse en Chine, en Inde, au Sri Lanka. Le maté, on l'achète en Amérique du Sud. Le rooibos, on l'achète en Afrique du Sud. Et évidemment, vous l'avez dit, il y a des arômes dans ces thés. Et ces arômes, ils viennent d'un peu partout. Ils viennent d'Asie, mais ils viennent aussi d'Italie, de Sicile et de Calabre. On achète nos bergamotes en Calabre auprès d'une entreprise formidable qui s'appelle Simone Gatto, qui est une vieille famille installés en Calabre. On achète tous nos agrumes en Sicile également. On achète les parfums de Flore à Grasse auprès des grands que vous pouvez connaître dans la parfumerie, qui font aussi pour l'alimentaire. Voilà, on voyage beaucoup avec le thé. Quand on parle effectivement d'origine, d'un seul coup, on se rend compte que Kousmi Thé est installé au Havre. Je ne savais pas qu'on plantait du thé au Havre, je crois que ce n'est pas tout à fait ça. Vous nous racontez cette histoire? Parce que, je le disais, vous venez du café, hein, vous étiez Alors oui, on vient du monde du café. On était gringo, nous, pour ceux qui connaissent la vieille pub Jacques Vabre. Nous étions gringo, nous allions chercher les cafés sur les hauts plateaux, les cacaos également. Et nous étions installés au Havre parce que c'était la ville qui, historiquement, était la ville d'importation, le port d'importation du café, même si ça a un peu changé aujourd'hui. On était donc installés dans la zone portuaire du Havre. Et quand on a racheté Kousmi, bien, on l'a installé là-bas parce que c'était le plus simple pour nous. Et donc, Kousmi Tea est une marque havraise aujourd'hui, installée au Havre. On fabrique au Havre, on reçoit, on conditionne, on aromatise, on mélange nos thés.
au Havre, et on a à peu près 200 personnes là-bas qui font ce travail, entre autres. Quand on entend les discours sur la relocalisation Oui. en France de l'industrie, des emplois, c'est votre philosophie aussi? C'est ce qu'on a fait. On a rapatrié d'abord la fabrication de nos boîtes qui étaient fabriquées en Chine jusqu'en 2012. On les a fabriquées maintenant en France. Et puis on a relocalisé la fabrication de nos sachets qui étaient faits au Maroc, qu'on a ramené en France en 2018. Et grâce à cette relocalisation en France, on a pu déjà baisser les prix de 15% en 2018-2019 parce qu'on maîtrise notre production. Alors, je le disais, vous parlez d'un thé bio. Et là, s'il y a un tel discours, peut-être heureusement sur le bio, quelles que soient les industries, ça fait une vraie cacophonie. Hein. Qu'est-ce que c'est du vrai thé bio? Pour vous, c'est pas juste un label pour faire joli sur le sachet? Pas du tout. C'est le bio en général, on y arrivera tous. Évidemment, il faut des thés qui sont qui poussent naturellement. Il faut des thés. Notre baseline, comme on dit en bon français, c'est Kousmiti, quoi de plus naturel. Il fallait que tout soit naturel, tout soit bio. On a engagé ce processus il y a 4 ans maintenant avec le WWF. On y est arrivé en 2020-2021. Aujourd'hui, tous nos thés sont bio. C'est très important de proposer aux consommateurs un thé bio au bon prix. Parce que c'est aussi le problème aujourd'hui. Le bio est assez cher et on arrive, nous, à le proposer à des prix très raisonnables. Faire du bio, ça ne suffit pas quand on veut faire une vraie politique de développement responsable. Je crois qu'il y a d'autres étapes que vous avez envie de franchir. On franchit actuellement ces étapes. On a réduit énormément l'utilisation des plastiques, l'utilisation des emballages. Évidemment, le thé se vend beaucoup en vrac depuis très longtemps. Donc on engage les clients à revenir chez nous avec leur boîte pour la remplir, pour éviter le trop d'emballage. Vous serez certifié bientôt? Alors, on est en cours de certification B Corp, qui est un label international, un label américain qui est très intéressant et qui englobe évidemment la partie bio, mais toute la partie RSE et toutes les bonnes pratiques qu'on peut faire dans l'administration d'une entreprise. Alors, beaucoup de bruit également sur le thé matcha. Il y a des modes comme ça. C'est quoi la mode pour 2023 hein? Alors, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de tendance de couleur comme dans la mode. Le matcha a toujours été à la mode. C'est un thé japonais excellent qui est une espèce de poudre. Il est moulu entre 2 grosses pierres. C'est un thé qui est excellent, qui est très bon pour la santé, qu'on vend évidemment chez Kousmi. C'est un thé japonais très particulier. Beaucoup de couleurs hein, quand on voit vos boîtes de thé. Vous aviez fait sensation il y a quelques années avec ces vidéos, la beauté des mélanges. On voyait aussi bien des Asiatiques, des Noirs, des Blancs danser autour de votre thématique du thé. C'est un peu votre philosophie, c'est-à-dire des origines multiples et puis finalement le thé pour vous c'est cosmopolite? Bien sûr, c'est le mélange, mais ce n'était pas que le mélange des cultures, c'était le mélange des goûts, c'était le mélange des couleurs. Kousmiti, c'est vraiment ce melting pot sur lequel on insistait beaucoup. Et aujourd'hui, c'est un mélange de choses totalement naturelles, puisque 100% de nos ingrédients sont naturels aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de la plupart des maisons de thé dans le monde. Le risque principal, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que tout ce qui est luxe, superflu, vous avez peur que les gens achètent un petit peu moins dans ce contexte difficile? J'ai peur que les gens n'achètent pas le superflu, mais le thé, c'est pas superflu. Le thé, c'est essentiel. Les gens en boivent tous les matins, tous les après-midi, depuis des milliers et des milliers d'années. Ils vont pas s'arrêter. Donc, je ne vois pas véritablement de risque pour la consommation du thé dans les années qui viennent. Et il paraît que boire du thé serait bon pour la santé. Les chercheurs ont découvert que boire 2 tasses par jour permettrait de vivre plus longtemps. J'ai lu ça dans les Annals of Internal Medicine. Sylvain Réby, Kousmiti a à peine 20 ans, hein, je crois, en 2023. Et donc, je vous souhaite encore 20 très bonnes années à venir, puisque l'espérance de vie, apparemment, s'améliore et augmente grâce au thé. Je vous propose une petite tasse de thé et on passe tout de suite à un autre invité pour la séquence bourse. Mais attention, mon invité préfère la bière au thé. On va essayer de comprendre pourquoi.
Au cours de l'année 2022, les marchés financiers ont dû digérer des taux d'inflation plus élevés plus longtemps que prévu. Des politiques monétaires restrictives, la guerre en Ukraine, les craintes croissantes d'une récession mondiale et les pires conditions financières depuis 2020. Alors comment aborder 2023 ? C'est la question que je vous pose. François Chollet, président de Montségur Finance. François Chollet, bonjour. Bonjour Fabien. Merci d'être notre invité. Alors, c'est vrai que la bourse, les obligations ont quand même subi, depuis le début de l'année 2022, la pire destruction de richesses depuis quasiment un siècle. On peut se demander si le pire n'est pas à venir encore. Alors, l'année que nous avons traversée en 2022 restera dans les annales. Pour une raison simple, c'est que on est habitué sur les marchés financiers à avoir de la volatilité. Les actions, on le sait bien, et souvent les porteurs le savent aussi, ça peut varier à la hausse et à la baisse de manière significative. Là où on est un peu surpris, lorsqu'on n'a pas l'historique, c'est de voir que le placement le plus sûr, l'actif sans risque, les obligations, qui sont des contrats finalement, où on prête de l'argent à un État ou à une entreprise contre une rémunération qui est un taux d'intérêt, sont réputés contrebalancer le risque des actions. Et l'année 2022 sera l'année qui aura marqué les esprits et l'histoire, tout simplement parce qu'on a subi sur cette classe d'actifs normalement peu risquée toutes les hausses de taux et donc des baisses faciales de la valeur des portefeuilles obligataires, parfois même supérieures aux baisses qu'on a connues sur les actions. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier et qui rend cet exercice extrêmement difficile pour 2022. En vérité, on pouvait faire un très bon stock picking action et plutôt sauver les meubles. Et si on avait des portefeuilles plutôt prudents avec beaucoup d'obligations, ma foi, on a eu des performances qui ne correspondaient pas du tout au mandat qu'on pouvait imaginer auprès de vos gérants. Donc c'est une année très difficile pour les gérants obligataires, un annus horribilis s'il en est. Pour les gérants actions, on va dire que la fin d'année était un peu moins compliquée. Si vous n'aviez pas trop de valeurs technologiques ou de valeurs du Nasdaq qui ont, il faut bien le dire, bien profité pendant de nombreuses années de la hausse des marchés, vous pouvez être passé à peu près à côté de la crise de 2022. Je pense par exemple aux valeurs du luxe. On parle en France des valeurs du luxe, on pense aux valeurs de l'énergie. Les profits dans ces secteurs-là ont été historiques en 2022. Alors, 2022, on a vu des sacrées corrections, mais ces corrections, comment on les interprétait ? Est-ce qu'elles anticipaient la récession dont on nous parle, qu'on commence à craindre, ou elle prend juste en compte les problèmes inflationnistes, d'après vous ? Le diapason des marchés en 2022, et ce sera le cas encore en 2023, c'est les taux d'intérêt. Ils ont été gouvernés par l'inflation. C'est l'inflation liée au surcroît de demande et avec des chaînes d'approvisionnement qui étaient un petit peu bousculées, qui a fait monter et apparaître cette inflation qui n'était pas apparue depuis bien longtemps sur les marchés financiers. Et donc les taux d'intérêt sont fortement remontés. La période de l'argent gratuit, elle est derrière nous, c'est terminé et on ne la reverra pas de sitôt. Et donc c'est toute l'échelle de la rémunération du risque et du temps qui s'est remise en place. Ça a impacté aussi bien des secteurs comme l'immobilier. On a vu notamment les sociétés foncières cotées perdre quasiment la moitié de leur valeur en 2022. C'est historique. On n'aurait jamais pu imaginer que la valeur d'actifs que sont les patrimoines immobiliers fondent autant sur les marchés financiers. C'est valable pour les actions, c'est valable pour les obligations des entreprises parce qu'on va demander un surcroît de rémunération pour prêter de l'argent aux entreprises aujourd'hui, d'autant plus si elles ont un bilan qui est un peu risqué. Et le plus étonnant, c'est pour les États. Imaginez que les États ont pu emprunter sur des durées de 20, 30, parfois même 100 ans sur les marchés, et ces émissions de dette-là ont perdu jusqu'à 20-25% de leur valeur. Ça, c'est un crack historique. Quelle thématique on peut jouer dans ce contexte difficile ? Vous m'avez parlé des aristocrates du dividende. Ça me paraît intéressant, ça. C'est assez simple à comprendre. On va dans une période où on peut avoir du risque, tout simplement parce que les taux vont continuer à monter. Les politiques monétaires vont être encore restrictives, du moins pour le premier semestre 2023. Et donc, face à ça, vous risquez un ralentissement économique. Qu'est-ce qu'on a accumulé en 2022 ? Des profits records, partout, et notamment en Europe. Et donc, ces profits vont être redistribués, pour certaines sociétés en tout cas, au travers des dividendes, des rachats d'actions. Et donc, on peut trouver, pour cette année 2023, des entreprises de grande qualité, avec des bilans plutôt solides, qui ont fait des gros résultats et qui vont pouvoir distribuer une partie significative de ces résultats en 2023. Il ne faut pas se tromper, ça représente des rendements autour de 5-6% sans trop de difficultés. Aux États-Unis, c'est Coca-Cola, McDo. En France, vous pensez à quelle société ? Alors, on a des sociétés qui sont dans des métiers un peu matures, mais l'énergie, par exemple, ça fait partie.
Vous pouvez prendre des Total, vous pouvez prendre des Eni en Italie, donc les Total pétrolières Énergie. exactement. Vous pouvez prendre également des secteurs comme le secteur financier. Les profits ont été accumulés pendant plusieurs années et on a eu une période où il n'avait pas la possibilité de reprendre les versements de dividendes. Malgré un contexte économique un peu ralenti, les bilans des banques et les bilans des assureurs sont plutôt solides et les distributions devraient être généreuses en 2023. Et puis, vous avez des secteurs qui, historiquement, on appelle les dividendes aristocrates, mais c'est des entreprises qui simplement ont de la grande qualité dans leurs résultats, beaucoup de visibilité et qui se permettent de rémunérer et de fidéliser leurs actionnaires en distribuant chaque année des dividendes relativement confortables. Je ne sais pas si ça en fait partie. Vous aimez bien le groupe brassicole belgo-brésilien. Vous nous en parlez de AB InBev? Alors, AB InBev, c'est un brasseur, c'est un des plus grands brasseurs, donc des métiers pareils à forte visibilité, assez peu cycliques en vérité. Le groupe a été restructuré, il avait beaucoup de dettes. Aujourd'hui, ça fait partie des valeurs qui sont raisonnablement valorisées. On n'est pas dans des valeurs de type technologique avec des multiples très élevés. Et vous avez cette capacité à verser des dividendes qui a été réinstaurée. Et donc, c'est des valeurs qu'on aime bien avoir en portefeuille dans des contextes d'économie un peu chahutée. Oui, il me semble bien que vous aimiez bien la bière un petit peu plus que le thé. Et oui, Kousmité n'est pas coté. Il y a pas mal de valeurs européennes de petite taille qui ont été ignorées. On peut revenir dessus. Hein. Alors, dans des séquences de marché difficiles, lorsque vous avez la liquidité qui se retire un peu des marchés ou lorsque vous avez de la volatilité, il y a une classe d'actifs qui est abandonnée des investisseurs, ce sont les entreprises de taille moyenne. On souhaite à Kouzmiti d'intégrer ce segment très prochainement, mais clairement, les entreprises qui capitalisent un peu moins d'1 milliard d'euros sur les marchés financiers sont de moins en moins suivies dans ces périodes-là. Les investisseurs préfèrent la liquidité et donc on a eu un repli très marqué de cette classe d'actifs en 2022. On pourrait avoir un sursaut en 2023. En tout cas, nous, on y compte bien. Ça fait partie des thématiques qu'on vient d'initier chez Montségur Finance, puisqu'on a un fonds de valeur moyenne. On a fait une petite acquisition d'une structure de gestion qui était dédiée à cette classe d'actifs-là. Et on y croit beaucoup pour 2023. Merci François Chollet de nous avoir accordé l'une de vos premières prises de parole comme président de Montségur Finance. 1 milliard sous gestion. Tout de même, on le comprend, beaucoup de scénarios sont possibles pour 2023. Ce qui est sûr, c'est que la bourse promet d'être volatile cette année et que des événements majeurs peuvent se produire et faire déraper même les prévisions de fortes convictions. C'est la fin de cette émission. C'est le moment de prendre quand même une petite tasse de thé. Je ne sais pas si c'est votre tasse de thé. Avec plaisir. Mais il est très bon. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Mélanie pour la production, Bertrand Séguier, la régie. Merci à tous et merci à nos invités.